Pourquoi l'énergie nucléaire c'est pas bien? Hein? Parce que ça fait partie de la pollution. Pourquoi ça pollue? Parce que par exemple, il y a un organisme qui s'appelle le Centre d'études sur le risque radioactif, qui travaille un peu avec des écolos à Bruxelles. Ils ont établi que de 1945 à 1990, il y a eu déjà 65 millions de personnes dans le monde qui sont mortes du fait de la radioactivité. Donc c'est comme les mêmes calculs qui montrent que Tchernobyl, c'est 1 million de morts. Ouais. Donc ça fait partie de ces nouveaux procédés modernes qui amènent des morts invisibles. L'amiante, tu ne le vois pas, ça fait mourir. Il y a plein d'ondes toxiques qui font mourir, ça ne se voit pas. Les perturbateurs endocriniens, tu ne les vois pas, tu en meurs. Ah mais les gens on va dire, on te répondrait, mais faut bien faire de l'électricité. Non, l'électricité ça sert à rien. On n'en a pas besoin pour vivre. Et là j'ai entendu que je ne sais plus quel homme politique, Bayrou ou un autre, Borloo, leur grand rêve c'est de donner l'électricité à tous les habitants de la planète Terre. C'est complètement ridicule. Moi j'ai vu en Amazonie comment on a installé de force dans un village l'énergie solaire. Les gens n'étaient absolument pas demandeurs d'électricité et l'énergie solaire, ça servait à rien. Les techniciens ont inventé que c'était bien que les gens puissent s'éclairer le soir. Mais les gens, ils voulaient pas de lumière le soir. Parce que les gens, ils ont l'habitude que le soir, le soleil s'éteint. Quand le soleil s'éteint, on continue à papoter un peu autour du feu. Et puis vers 9 h du soir, on est fatigué, on va se coucher parce que le lendemain matin, le soleil il va se lever à 5 h 30 du mat. À 5 h 30 du mat, on est déjà réveillé. Déjà, il se réveille parce qu'il fait froid, parce qu'il dort nu dans les hamacs et la fraîcheur du matin, ça te réveille. Tu te réveilles, il fait encore nuit. Tu allumes un feu, tu te mets autour et le premier truc dont on discute, c'est tous les rêves de la nuit. Donc ils se mettent tous à discuter de leurs rêves de la nuit. Et puis ça y est, le soleil arrive et la journée commence. Et c'est les rêves de la nuit qui décident de ce qu'on va faire dans la journée. Ah mais comment si on n'a plus d'électricité on fait pour faire marcher nos hôpitaux? Non, mais on fait rien marcher du monde moderne, c'est formidable qu'il n'y ait plus d'électricité. Oui mais... Et les gens qui ont des cancers. Ah, mais on fabrique un monde qui est de plus en plus cancérigène et c'est pas la... Non mais par exemple... De toute façon, elle avait raison, Marilène Patou-Mathis. Tout ce qui est compliqué, c'est nuisible parce qu'on ne sait pas le faire soi-même. Et un monde heureux, ce qui apporte le bonheur, c'est un monde où tu es dans l'intimité de tous les objets que tu manipules, tout est familier et tu connais tout. Tout le monde sait tout fabriquer. Et tout se fabrique quelque part dans le village où tu habites et tout se fabrique de façon agréable avec ton bébé sur les épaules. Donc il n'y a pas un lieu où tu t'exiles qui s'appelle l'usine où tu fabriques. Non, tout se fabrique devant tout le monde et comme ça se fabrique devant tout le monde, tous les enfants le voient. Mais ça va demander beaucoup trop de temps. Non, c'est des gens qui ont un mode de vie où il y a essentiellement du loisir. En gros, les gens, c'est 9 heures de loisir par jour, 2 ou 3 heures de travail et puis 8 heures de sommeil. Et quand tu additionnes le tout, ça fait 24 heures. Donc ça fait un jour, une nuit. Et c'est un mode de vie qui est extrêmement relax. En plus, chaque activité, tu la fragmentes en petits bouts. Tu fais un petit peu de ceci, puis un petit peu de cela. Moi je me rappelle d'un Suisse qui avait débarqué chez les Indiens et le Suisse il avait décidé de faire une pirogue. Et les Indiens, ils étaient au spectacle parce qu'ils ont découvert comment les Blancs travaillent. Alors le Suisse il était incroyable. Tous les matins il se levait pour être à 8 h du matin devant sa pirogue et commençait à creuser le bois, creuser le tronc pour faire sa pirogue. Et il bossait de 8 h à midi et de 14 h à 18 h tous les jours. Pareil, et les Indiens étaient stupéfaits de voir ce mec qui était esclave de cet emploi du temps, parce que les Indiens, pour faire une pirogue,
Ils font ça maximum 1 à 2 heures par jour. Et puis ils vont prendre 6 mois s'il faut. Mais au bout de 1 heure ou 2 heures à creuser dans le tronc d'arbre ou à bricoler pour faire les planches sur le côté, etc., ils vont faire un petit peu de jardin, puis après ils vont aller faire l'amour, puis après ils vont jouer avec leurs enfants, puis après ils vont faire un petit peu de vannerie, puis après ils vont faire un petit tour de pêche. C'est-à-dire c'est un mode de vie qui est extrêmement varié et qui est passionnant. Et quand ils reviennent de la chasse par exemple, eh ben, ils convoquent une réunion, puis ils vont raconter tout ce qu'ils ont vu dans la forêt, c'est super passionnant. Alors que le mec qui a bossé au 3-8, qui a bossé devant sa fraiseuse, il va pas rassembler les gens le soir pour raconter « Waouh, c'était génial! Alors j'ai appuyé sur ma manette, et il y a les étincelles qui sont sorties. » Il n'y a rien de passionnant à raconter. Alors que quand tu vas dans la forêt, il y a toujours un imprévu. Ah mais si t'as pas de machine, comment tu fais pour aller explorer l'espace? T'as pas besoin d'explorer l'espace. Ou si, t'as des substances qui te permettent de voyager dans l'espace. C'est pas mal aussi. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un bonhomme qui est né comme moi en 1953. Il s'appelle José Bové. Ses parents l'avaient mis dans un bahut qui est dans le sud de Paris qui s'appelle Athis-Mons. Moi je suis passé devant et j'ai interrogé les enfants pour savoir s'ils étaient au courant. En 1968, José Bové il est en 3e. Et le prof donne une rédaction ou une dissertation à faire. Et ça s'appelle, c'est un sujet assez bidon qu'on faisait à l'époque, racontez vos vacances avec vos parents cet été. Ben, genre la dissertation que tu dois faire au mois de septembre ou octobre. Là. Ouais. Et José, il s'est dit, oh merde, je vais pas me faire chier à les raconter. D'abord, je me suis fait chier, mes parents, ils voulaient absolument aller du côté de Cannes, Nice, toi, la Côte d'Azur. C'est pas du tout drôle. Bon, comme tous ils vont raconter leurs trucs de vacances, moi je vais faire un autre truc, puisque le sujet c'est les voyages. Je vais faire les voyages qu'on peut faire sans sortir de chez soi, grâce à des substances qu'on absorbe et qui font voyager dans la tête. Alors il a fait sa disserte sur les voyages grâce à des substances psychédéliques, et ça a fait scandale. Comme c'était un bahut privé, la dissertation de José Bové, elle a été chez le supérieur qui l'a montré à l'évêque, et puis c'est redescendu et José Bové a été viré. Voilà, ça c'est José Bové en 1968. Quoi. Donc on peut voyager avec des substances naturelles, on appelait ça des soft technologies, la technique douce. Il y a des techniques douces qui permettent de faire plein de choses. Ouais, mais par exemple un autre truc, la mortalité infantile, ça va remonter non, si jamais on vit comme des sauvages? Ah ben c'est vachement bien la mortalité infantile. Qu'est-ce que vous avez contre? Les petites filles là-bas en Amazonie, depuis toute petite, elles voient des accouchements, elles voient des naissances, elles sont super familiarisées avec ça. Moi j'ai vu une fille à Paris, moderne, qui a accouché. Elle a pris son bébé, c'était la première fois de sa vie qu'elle tenait un bébé dans ses mains. Elle se demandait que c'était ce truc là, tout gluant, bizarre. Alors elle a vaguement dit ah peut-être qu'il faut qu'il tète. Alors elle l'a fait téter avec le sein gauche, le sein droit et tout. Elle a fait ça pendant une semaine. Puis elle voyait que le bébé il était bizarre. Alors elle se dit peut-être que j'aille voir un médecin. Elle va voir le médecin. Le médecin lui dit mais madame votre bébé vous dites il a 8 jours. Mais j'ai examiné. Ça fait 8 jours qu'il a rien tété. Votre bébé est en pleine déshydratation. Demain il est mort. Donc heureusement que vous êtes venu me voir. C'est-à-dire que la nana, elle était tellement coupée de ses rythmes naturels et de ses sensations naturelles, elle s'était même pas rendue compte que le bébé, il ne tétait pas. Donc c'est ça, les filles modernes, elles sont coupées des trucs biologiques de base et elles se rendent même pas compte qu'un bébé tète ou tète pas. Et alors que les petites filles en Amazonie, elles sont hyper familiarisées avec ce que c'est que la naissance, avec ce que c'est que l'allaitement. Là-bas, les petites filles dans le village, dès l'âge de 5-6 ans, elles ont toujours à la hanche un bébé qu'elles trimballent parce que la maman, elle va confier son bébé à plein de gens et le bébé est très socialisé. C'est-à-dire que le bébé, il s'habitue à l'odeur de plein de corps. Et la maman, elle n'est pas rivée sans arrêt avec le bébé comme on le croit. La maman, elle fait porter le bébé par celle-là, puis ça tourne et ça tourne. Et les Indiens en Amazonie, ils savent que les bébés sont très fragiles. Ils savent que très souvent, il y a des bébés qui meurent.
Ils sont super habitués à la mortalité infantile et donc ils sont tellement habitués que ça déclenche pas d'énormes trucs d'hystérie, des pleurs, des grands drames. C'est quelque chose qui est vécu normalement. Un bébé, eh ben, ça meurt, voilà, c'est comme ça. Alors eux, ils s'expliquent par un bébé, quand c'est né, ça déclenche des jalousies entre les dieux. Alors les dieux, il y en a un qui est là, il y en a un qui est assis là, il y en a un qui est sous la table, il y en a un qui est là. Et puis il y a une guerre entre les dieux, et puis si on se trompe dans un rituel, il y a des tabous alimentaires, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Si tu te trompes, eh ben, ça va donner de la force à un dieu qui va voler la vie du bébé. Et puis le bébé, il est mort. Ben, c'est parce que quelqu'un a fait une erreur sur un rituel et un mauvais esprit a réussi à prendre le pouvoir. Et alors moi, je connais, eh ben, elle est là, c'est Barbara. Barbara, elle a tellement intégré ce mode de vie sauvage que un jour, elle appelle son mari, ça c'est Barbara, et Patrice. Elle appelle Patrice, qui est en train de bricoler au jardin potager dehors. Elle lui dit, elle ouvre la fenêtre, puis elle dit Patrice, où est la bêche? Et Patrice, il dit, la bêche? Mais qu'est-ce que tu as besoin d'une bêche dans la maison? Et puis Barbara, elle lui crie par la fenêtre, ah ben il y a le bébé qui est mort et je veux l'enterrer. Et Patrice, il se dit, mais elle est folle. Et il court à toute vitesse, il rentre dans la maison, hop, il se précipite vers le berceau, il touche le bébé, puis il s'aperçoit que le bébé il est tout froid, et que c'est vrai. Et puis il est complètement effondré. Puis Barbara lui dit, mais arrête Patrice, tu sais bien que c'est comme ça dans la nature, les bébés c'est fragile. Regarde, t'as vu nous avec les petits lapins, avec les agneaux, avec les poussins, c'est très souvent que ça meurt. C'est comme ça dans la nature, mais c'est pas grave. Mais je vais assumer le truc, je vais faire le trou moi-même, sauf que ça s'est mal passé avec l'administration. Hein. Mais voilà, et puis elle a dit à Patrice, allez Patrice, elle l'a bien frotté dans le dos, puis elle lui a dit, allez on va faire l'amour, j'aurai un autre bébé dans 9 mois, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et moi je trouve ça admirable. Là, les gens ils vont dire que ouais mais c'est quand même une vie humaine. Mais non, mais ce qui est inhumain, c'est d'aggraver la transmission de tares héréditaires et de entraver la sélection naturelle en faisant vivre tout ce qui naît doit vivre. Ça c'est une règle des civilisés et c'est une règle contre nature. Et chez tous les mammifères, il y a un taux de mortalité qui est plus ou moins grand selon les espèces. Par exemple, le taux est absolument énorme chez les poissons, chez les batraciens. Je crois que les maquereaux, ça peut faire 20 000 œufs, mais ça va pas faire 20 000 petits poissons qui vont vivre. Il va y avoir une énorme mortalité. Bon, chez les chimpanzés, la mortalité n'est pas si importante, mais je me rappelle que même Darwin, il avait calculé avec un animal qui a une faible prolificité, où la grossesse met 2 ans, c'est chez les éléphants. Et il avait vu que s'il n'y avait jamais de mortalité infantile chez les éléphants, il avait calculé en combien d'années le poids des éléphants serait équivalent au poids de la planète Terre. Et ça donnait un chiffre totalement incroyable. Oui, ça limite la croissance. Mais ça démontrait que la mortalité est nécessaire au niveau infantile dans toutes les espèces, parce que la nature, elle procède par des mutations et des essais. Et des fois ça foire. Et des fois, le petit, il n'est pas viable. Et un petit pas viable, en fait, il est utile à la sélection naturelle. C'est pour renforcer. Mais il y a un peuple qui a exagéré dans le sens inverse, c'était les Spartiates. Quand les bébés naissaient chez les Spartiates, ils faisaient le contraire. Au lieu de s'en occuper, ils les exposaient en plein vent en haut d'une colline pendant 2-3 jours. Et après, ils allaient les chercher ceux qui avaient survécu. Parce qu'ils disaient, nous on fait ça exprès, parce que comme ça donne encore plus de chances que seuls les plus costauds ils vont rester, et avec les plus costauds on aura une société qui va mieux tenir le coup. Ça c'est la méthode spartiate. Bon, on peut dire qu'ils exagéraient.